Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a beaucoup de choses à se raconter, parce que ouais, j'étais en field ce week-end, et une expérience absolument magique, vraiment un autre monde. J'ai pas mal d'autres petites vidéos à vous montrer, on va se passer... ouais, il y avait les moments de célébration, bien sûr c'était une nuit aussi magique pour ça, historique en tout cas. Et tout à l'heure, on se mettra les highlights du penalty de Salah, la réaction, le mec devant nous, vraiment ambiance de magie. Et, euh, et un moment important, bien sûr, sur la planète foot, dans la course au titre en Première Ligue, pour parler de la meilleure équipe d'Europe en ce moment, c'était plutôt un bon petit prétexte. Nos amis les Reds, là, ils sont, après 13 journées, tout en haut, 34 points. C'est 11 de plus donc que Manchester City qui enchaîne un quatrième revers d'affilée en Première Ligue. Mais c'est aussi 9 de plus que Arsenal et Chelsea qui sont les dauphins, qui sont deuxième et troisième, avec exactement le même nombre de buts marqués, exactement le même nombre de buts encaissés, exactement la même ligne statistique, qui sont juste départagés, je crois, à l'ordre alphabétique. Mais ouais, 9 points d'avance pour Liverpool après 13 journées. C'est seulement, c'est là qu'on voit quand même que c'est un sacré championnat, c'est seulement la quatrième fois depuis 1888, quasiment 150 ans, et la création de la première division anglaise, que c'est le cas après 13 journées, qui est 9 points d'écart entre le leader et son poursuivant. Sur les 3 fois précédentes, à chaque fois, l'équipe qui était en tête a remporté le championnat. Opta donne désormais 85,91, quasiment 86% de chance à Liverpool de finir champion. Manchester City, champion en titre, n'est qu'à 4%, 4,25%, Arsenal 9%. Et ouais, c'est c'est une sacrée semaine qu'ils ont vécue du côté de Liverpool. Nous, on a passé une journée magique, mais ceux qui y vivent et qui ont passé aussi le mercredi soir contre le Real Madrid, victoire 2-0, voilà, ces gars-là ne font que gagner. Et en 4 jours, donc, ben non seulement ils sont au sommet de l'Angleterre, mais ils sont aussi, bien sûr, au sommet du continent, leader en Ligue des Champions, avec 2 points d'avance sur l'Inter, mais 5 matchs, 5 victoires. Ils sont parfaits. C'est la meilleure équipe du monde en ce moment. Et ils sont portés par un Mo Salah qui a donc 11 buts, 7 passes D en PL, plus 1 but et 4 en Ligue des Champions. Ça fait quoi, si je compte bien, 12 buts et une passe sur les deux ligues, les deux compétitions les plus difficiles de la planète. Bah ouais, jeudi on va faire une petite vidéo avec Stan. L'alerte Ballon d'Or, commencer déjà à dessiner qui est en tête pour cette distinction individuelle. Il se pourrait que dans un an, dans 6 mois, à 33 ans, Mo Salah prenne le premier Ballon d'Or de sa carrière en tout cas. Il est parti pour, et en face, on a un Manchester City qui subit donc un 7e match consécutif sans victoire. Regardez là dans cette colonne, donc où que du rouge. Ce match nul contre le Feyenoord, bien sûr, c'est comme une défaite quand t'as mené 3-0. Et ce qui était spectaculaire dans cette rencontre, c'est non seulement qu'ils ont perdu, ça faisait un moment qu'ils perdaient au XG aussi, même contre Bournemouth, ils perdent 1,6 XG seulement produit pour 2 encaissés, 2-1 à 2,9, 2-1 à 2,3, 2-1 à 2,5, même contre le Feyenoord a un petit peu plus d'occasions, mais contre Liverpool, on avait rarement, sinon jamais vu le City de Guardiola subir autant, être autant dominé, et au stade, je peux vous le dire, la première mi-temps, ça a été un carnage. La contre-pression qu'il y avait en face, City qui réussissait pas à sortir un ballon face aux hommes d'Arne Slot, qui font vraiment, qui sont vraiment absolument extraordinaires. Et ouais, Guardiola, bien sûr, a sorti le 6 aux supporters de Liverpool, aussi à ceux de Manchester City à la fin, pour leur rappeler quand même qu'ils ont des raisons d'être fiers. Mais dans ce match, moi, j'ai jamais vu City aussi dominé, autant suffoqué. Et c'est une rencontre aussi unique un petit peu pour ça. Parce que ce qu'on analyse depuis Manchester City maintenant, depuis quelques semaines, c'est une équipe qui surtout souffre et perd à cause de sa faiblesse en transition défensive. Quand tu as 60-65% de possession dans le camp adverse, et comme contre le Sporting par exemple, sur à chaque fois 4, 5, 6 contre-attaques, Gyökeres lancé dans la profondeur, Trincao, Poté et tout. Mais là, c'était pas vraiment l'histoire de ce match. Ils ont souffert aussi dans leur dos, ça là, leur a fait des ravages. Mais vraiment, pour moi, l'histoire en première mi-temps, c'est qu'ils ne réussissent pas à sortir de leur moitié de terrain. Et il y avait vraiment une pression, comme j'ai dit, asphyxiante de Gravenberch, de McAllister, de tous les autres, qui a conduit Liverpool à dominer nettement cette première période. Ils sont au bout de 40 minutes, je crois que j'ai la stat, c'est 9 tirs à 0 au bout de 40 minutes. Vraiment, City n'a pas vu le jour à Anfield sur ce premier acte.
Et au stats avancé, on a donc, comme on a dit, un total 3,57 XG produits par Liverpool, 0,84 seulement en face, 18 tirs à 8, 7 tirs cadrés à 2. Ça a été une soirée absolument sans pour Manchester City, alors que les gars de Liverpool sont vraiment tout en haut. Donc c'était un moment unique, je pense. On n'est pas habitué à voir City souffrir autant. On assiste à quelque chose de très très spécial à Liverpool, moment unique, match historique. Ça, pour moi, c'est historique. Ça, c'est un vrai moment d'histoire. Et en ce moment, j'ai deux choses dans mon bureau. Ça, que je lis depuis une semaine maintenant et qui est très très intéressant à lire en ce moment, le nouveau bouquin de Marty Perarno. Et ça que j'ai ramené donc il y a 48 heures. Et voilà, c'est mes deux... franchement, le bureau, là, je viens de déménager, il est tout vide, mais il y a deux choses, c'est ces deux choses. Et je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, petite analyse de Liverpool-Manchester City pour vous raconter un petit peu le week-end. Moment unique, c'est ça que je disais, match historique. Et une expérience donc magique qui méritait une petite analyse. Alors, première chose qu'on peut dire, l'agression de Ryan Gravenberch. Moi, au stade, il y a peut-être 3 joueurs qui m'ont marqué, et un des 3, c'est Gravenberch. Sur cette première mi-temps, il était dans la lignée de ce qu'on le voit faire depuis un moment maintenant, c'est-à-dire systématiquement en train d'harceler le receveur. Il lit la passe sur Gundo d'Erling Haaland, il la sent venir, il jaillit, il coupe la retransmission que Gundo a envie de faire à Haaland. Il mange Gundo, il le fait tomber à terre et il le sort de l'action. Et derrière, il y a une possibilité de projection rapide pour Liverpool avec Salah, avec Szoboszlai en appui, Luis Diaz qui était dans une position axiale, Gakpo qui va être lancé après le très très bon jeu en pivot de Luis Diaz. Et à la fin de l'action, il y a 5 joueurs dans la surface de réparation adverse parce qu'aussi Robertson, lui il était choquant, il l'accompagnait systématiquement, bombardait toujours dans son couloir. Et tu finis avec 5 joueurs donc dans la surface de réparation, ça fait une frappe cadrée. 5 joueurs dans la surface de réparation, c'est parti de là, d'une situation où simplement Gravenberch fait l'effort supplémentaire en tant que 6, en tant que pieuvre à ballon aspirateur pour aller gagner cette passe. Et ouais, c'est comme ça aussi que Liverpool a été dangereux. Un gars qui était marquant au stade, et tout le stade l'adorait dans le COP, ils étaient dingues, j'ai pas dit aussi, mais on était dans le COP en plus, donc c'était magique. Et c'est celui qui a eu le plus de chants de tous, c'est Luis Diaz. Je crois qu'ils adorent son activité frénétique, son côté... c'est vraiment le gars du peuple, le gars de... je sais plus à quelle ville en Colombie ils viennent, mais c'était Luis Diaz, he's from nanana. Mais en tout cas, ouais, activité de malade, et constamment en train d'être un poison pour Walker, même sur des longs ballons comme ça, qui semblent perdus. Il va le chasser, il va le harceler. Et là aussi, il y avait un petit côté, je trouve, esprit d'Anfield, où là, j'ai revu le match du coup ce matin pour faire la vidéo. Mais à Anfield, je me souviens de ce ballon. Franchement, c'est un ballon de rien du tout. Et tout le COP s'est enflammé comme s'il allait avoir un contre un au bout. Je pense que l'activité de malade de Luis Diaz, qui compte pas son énergie, fait vraiment kiffer Anfield. Le deuxième joueur qui m'a le plus marqué au stade, c'est Virgil van Dijk. Je l'ai trouvé monstrueux. En revoyant le match, il y en a peut-être d'autres que tu peux mettre top 1 de la rencontre, mais au stade, pour moi, c'était Van Dijk qui était extraordinaire. Il a gagné tous ses duels, à part la grosse erreur qu'il fait à la fin, où il y a l'arrêt de Keller. Et tu peux retenir peut-être juste cette erreur si t'es un peu mauvaise langue, mais sinon tout le reste, sur Erling Haaland, il a constamment gagné ses duels, il a fait disparaître Erling Haaland du match, et juste une présence physique complète sur la phase défensive. Aussi sur les corners, sur la première période, il y a un corner, hop, centrant au second poteau de Dominique Szoboszlai, a bien tiré le corner à 2 avec McAllister, tête sur le poteau. 3 minutes plus tard, ou 5 minutes plus tard, il y en a un autre qui met juste à côté. Et ouais, juste une présence physique dominante. On assiste au très très gros retour de Van Dijk, qui est au top. D'ailleurs, je trouve, je sais pas si c'est une coïncidence avec Arne Slot, mais tous les Néerlandais, que ce soit Van Dijk, Gravenberch et Gakpo, sont tous les 3 très très chauds. Et d'ailleurs, en parlant de ce que Liverpool fait sur la phase de préparation, il y a un gars qui a sauté aux yeux pareil au stade. Bon, beaucoup se sont mis en évidence, mais Trent Alexander-Arnold, ça c'est sur l'action, c'est l'action qui amène le 1-0, et c'est l'action de retour de corner. Donc on est retour de corner avec Gomez, Konaté était out, et Robertson qui est là en tant que défenseur central. On voit que Van Dijk est en train de revenir du corner. Alexander-Arnold, dans cette petite poche là, demi-espace gauche du milieu de terrain, se retourne, adresse un ballon, une ouverture incroyable pour Mo Salah, et dans la profondeur là, Salah face à Akanji, Salah face à Ake, il était systématiquement libre, trouvé et dangereux. Sa pointe de vitesse, son accélération, son sens du but, le fait que si tu le serres trop proche aussi, tu risques de te faire dribbler.
ça rendait cette zone, c'était juste devant nous en plus, quand on était dans le COP sur toute la première mi-temps, on était juste en face de ça, et il a été alerté genre 4 ou 5 fois dans ce couloir, dans le dos, il faisait très très mal. Regardez la distance qu'Akanji met par rapport à lui, ça c'était juste devant nous. Et c'est l'action qui va amener au premier but, avec la qualité de passe de Salah qui est dingue. Il rentre dans la surface, il va trouver cette toute petite poche pour Gakpo second poteau, qui fait un top appel aussi, mais le centre est dingue, bat donc Stéphane Ortega, et Gakpo finit seul au second poteau. D'ailleurs, personne s'y trompe, et tout le monde, voilà, Salah il bouge pas, il sait que c'est lui qui a fait le taf le plus. Szoboszlai, Luis Diaz, Alexander Arnold, ouais, tout le monde se précipite d'abord sur Salah, ensuite sur Gakpo, et c'est 1-0 donc pour Liverpool. Au bout de, je sais pas, c'est marrant, ce début de match là, il était tellement intense. Entre les champs, les successions d'occasions, la dinguerie que c'était. Moi, dans ma tête, j'ai l'impression que ce but, c'était genre 25e minute. J'étais trop surpris en voyant le résumé et le match en entier ce matin que ce soit en fait au bout de 12 minutes à peine. Mais ouais, donc après, Liverpool continue d'être très très fort. Il y a des moments comme ça où tu dis, ah tiens, peut-être 3-2-5 un peu sur la phase de construction, avec toujours Gravenberch dans cette zone. Mais Alexander Arnold aussi généralement redescendait, et finalement ça formait souvent ce 4-3-3 classique, mais avec Gravenberch vraiment systématiquement une ligne plus bas, vrai 6. Et sur cette action par exemple, j'adore parce qu'on voit tout ce qu'il apporte. L'orientation, hop, quand il est cherché par Van Dijk là, et qui remonte, et qui se cale dans le dos d'Haaland pour pas être vu, pour être servi, donc avec en plus la petite passe masquée. Ça, c'est la première ligne de construction de Liverpool, souvent Van Dijk, Gravenberch, et ensuite le contrôle en pivot et l'orientation haut de côté. Action très 4-3-3, je trouve. Voilà, on a encore la ligne de 4 qui est là. On sait que Robertson, il va aller bombarder derrière, il va aller chercher le dédoublement. Alexander Arnold, il peut rentrer au milieu de terrain. Et s'il y a un second ballon, par exemple, qui vient là, c'est frappe extérieure de surface ou c'est second centre. Mais lui, il va rentrer un petit peu plus intérieur. Mais à la base, ouais, c'est vraiment 4 et 3 milieux avec Szoboszlai, McAllister. Vraiment une ligne plus haut que Gravenberch. Tout ce travail de premier décalage, il est vraiment laissé à Gravenberch, qui a, je trouve, une confiance totale de son coach, de ses coéquipiers et en ses propres capacités pour assumer ce rôle à la perfection. Ce que j'adore sur cette action, c'est 5 secondes plus tard, Gakpo perte de balle. Et qui est-ce qui est là à la contre-pression et à la récupération? Ouais, encore une fois, Ryan Gravenberch qui est vraiment de partout. Et ouais, lui et Van Dijk, pour moi, c'était les deux plus choquants sur cette première mi-temps de domination tactique et athlétique complète de Liverpool. Ils m'ont vraiment marqué. Qu'est-ce que j'ai sur cette action? Ouais, ça, je trouvais ça marrant, ça je ne l'avais pas vu au stade, mais je l'ai vu en revoyant le match ce matin. C'est Gomez, on voit là, hop, la petite fait mine d'aller bombarder l'ouverture côté aile droite, parce qu'il y a systématiquement, même si là on ne le voit pas sur l'image, on le voit au stade, systématiquement Salah qui est en train de menacer dans le dos d'Ake ou d'Akanji. Et ok, là il va pas être servi, finalement passe latérale pour Trent Alexander-Arnold, mais voilà, il y a toujours cette petite menace, et à mon avis c'est ça qui fait aussi que Ake, Akanji peuvent pas monter trop haut pour la pression, et savent jamais aussi si la passe va véritablement arriver, parce que j'ai l'impression que dès qu'il y avait l'opportunité, soit de l'envoyer, ça là, ou alors de faire une petite feinte, et de laisser le défenseur en hésitation, le faire deviner constamment, c'était quelque chose qui était souvent utilisé par Liverpool. Un truc qu'on voyait bien au stade, c'est Van Dijk non seulement leader technique, disons athlétique dans sa surface de réparation, dans l'autre aussi, mais aussi verbal et leader de la phase de construction. Très clairement, sur chaque passe, à chaque fois que Keller a un 6 mètres à jouer, c'est lui qui dit ce qu'on fait. C'est le premier quarterback, avant que le second quarterback intervienne. Vous allez voir dans quelques minutes. Et là, clairement, il dit ouais, on écarte le plus possible. Moi et Alexander Arnold, c'est d'ouvrir le terrain le plus possible, avoir le maximum de largeur. Et le second quarterback, bah, bien sûr, c'est Alexander Arnold. Le play a été designé par Van Dijk, mais l'exécution du play, c'est Alexander Arnold qui envoie cette merveille d'ouverture slicée là dans le dos d'Ake pour Salah, qui a ce petit step d'avance. Et même si Ake revient sur lui, c'était un très gros danger que Liverpool pouvait systématiquement utiliser, je trouve. Ce Salah dans le dos, dans la profondeur. Ah ouais, des petites images, genre la hauteur de Ryan Gravenberch, il est là-haut sur la phase de pression, si tu arrivais vraiment pas à s'en sortir. Robertson aussi, regardez comme il est haut, et il va aller gagner un ballon là dans les pieds de Walker à 25 mètres. Et sinon, le repli défensif de Liverpool, ça c'était choquant aussi au stade. Leur débauche d'énergie collective
où on voit là qui est-ce qui vient récupérer ce centre sur une des rares incursions de Manchester City à la 27e minute. C'est Gakpo, ouais, il est là. Et qui est-ce qui revient faire le repli ici pour avoir vraiment 11 joueurs derrière le ballon? C'est Mo Salah qui est ici. Tout le monde attaque ensemble, tout le monde défend ensemble aussi. Et ça c'est vraiment remarquable, et ça c'est pas pour rien que c'est une équipe qui a d'aussi bons résultats. Quand tout le monde fait des efforts, couvre autant de terrain, même un Gravenberch qui est ici central 6, mais qui dézonnait énormément à chaque fois qu'il fallait couvrir Phil Foden. C'était un vrai match dans le match, Gravenberch-Foden, et c'est assez clair qu'il a emporté. Parce que là, par exemple, voilà, il dézone, il vient le couvrir, et il bloque la transmission longue dans le dos, où il y avait la petite menace de Matheus Nunes pour peut-être Alexander-Arnold. Il coupe ça. Quelques secondes plus tard, dans l'autre partie, l'autre largeur, il y a Foden qui vient en décrochage pour essayer de jouer. Hop, il est coupé par Gravenberch, qui a une amplitude énorme, un reach, une portée avec ses pattes, ça fait encore un ballon gagné dans le coin adverse de Gravenberch sur Foden qui déséquilibre. Et 2 minutes plus tard, c'est Gravenberch-Foden, mais dans l'autre sens, sur cette passe de Joe Gomez, où on a dit vraiment en tant que 6 orientation du jeu, il est là, il est bas, il y a toujours le contrôle en pivot pour se mettre dans le sens du jeu, et Foden ne peut pas faire mieux que le retenir par le maillot et prendre un carton jaune sur l'action. Gravenberch-Foden, c'était duel à sens unique dans ce match, et dans l'axe où City a été très vulnérable, où Liverpool a fait naître la plupart de ses actions, c'était quelque chose de très très déterminant. Voilà, Guardiola, je trouve, en seconde mi-temps, réplique plutôt pas trop mal, notamment avec une chose, c'est l'entrée de Jeremy Doku. La seconde était beaucoup moins... l'avantage pour Liverpool était beaucoup moins net. D'ailleurs, on a dit donc 9 tirs à 0 sur les 40 premières minutes pour Liverpool. À partir donc de la, allez, on va dire 40e, c'est seulement 9 tirs à 8. Donc Liverpool et City est vraiment revenu dans ce match, 62% de possession, 63% de possession quasiment, 11 dribbles à 1, parce que ouais, juste Doku, c'est 6 dribbles sur son entrée, et il a fait très mal, mais je trouve aussi que Arne Slot s'est plutôt bien adapté en faisant vite sortir Alexander-Arnold, qui était en souffrance dans le couloir. Autant le match de Trent offensivement, magique, autant défensivement, il y a eu... bon, en première, quand même des duels gagnés, mais quand Doku est entré, c'était très difficile, il a vraiment pris le bouillon. Mais voilà, il se passe 10-15 minutes, et Slot le fait sortir et fait entrer Kwanza. Et à partir de ce moment-là, on a beaucoup moins vu Doku. Donc je trouve bonne adaptation d'Arne Slot sur cette fin de match. Et ça fait qu'au bout, sur la philosophie de Liverpool, l'entrée de Darwin Núñez aussi qui a apporté cette énergie sur la pression, Salah qui est toujours là, et Diaz peut-être sur le retour qui n'était pas encore tout à fait à la hauteur de ce match. Récupération de Darwin Núñez, Luis Diaz qui surgit en seconde lame, qui bat Walker et qui va aller se défaire de Stéphane Ortega qui prend la faute, ça fait penalty. Ouais, ça c'est une action pareille qui sort de pas grand chose pour Liverpool, si ce n'est de leur envie, de leur énergie et de leur force collective. Récupération, penalty gagné, et ouais, on y est donc. Le penalty de Mo Salah. Ah, le gars devant nous, super sympa, et il se retournait quelques fois pour nous parler, trop bon gars. Et l'ambiance dans le COP, une folie. Donc ouais, très belle nuit, très beau week-end du côté de Liverpool, qui n'a pas arrêté de mettre en place son attitude, sa philosophie, son attitude. McAllister, pareil, ballon récupéré très haut sur un Kevin De Bruyne qui a pas beaucoup joué dans ce match, qui revenait de blessure. Voilà, pour moi City c'est la pire période de leur histoire récente, la pire période sous Guardiola. Je crois qu'on peut nuancer par le fait que ouais, il manque Rodri, Kevin De Bruyne revient à peine, Ruben Dias revient à peine. On verra dans quelques mois, je pense qu'ils vont quand même se reprendre. Mais sur cette rencontre, c'est sûr que face à un Liverpool, meilleure équipe d'Europe en ce moment, il n'y avait tout simplement pas photo. Et c'est une équipe fantastique qui est en train de produire un football de très grande qualité. Je pense qu'on a réussi à le mettre un petit peu en lumière, leur force sur la largeur. Et aussi visible par à quel point ils la recherchent. Je suis allé checker en Première Ligue sur le nombre de switches, les passes qui font plus de 40 mètres sur la largeur du terrain, qui est
enfin 40 yards c'est peut-être un peu moins que 40 mètres, mais en tout cas sur des passes de 40 yards d'une largeur à l'autre, 49 switches transversales on va dire, changement de côté pour Liverpool, c'est le deuxième total le plus élevé. Il n'y a que West Ham qui fait plus 50 et tout le monde est beaucoup plus loin, 43, on a Arsenal à 35 par exemple, City 28, Liverpool 49 switches. Une stat qui n'est pas forcément qualitative juste en elle-même, mais qui montre un petit peu à quoi ressemble leur jeu. Et d'autres trucs qui m'intéressent sur le nombre de tirs par exemple, c'est ça, le tir généré à partir d'actions défensives, pour montrer aussi la qualité de leur pressing. Ils sont leaders de Première Ligue, 10 tirs générés à travers une action défensive, il n'y a personne qui fait mieux. Ils sont pourtant pas très élevés, c'est ça qui est intéressant, sur les take-ons, les dribbles. Il y a que 4 équipes qui en ont moins tenté que Liverpool. C'est Crystal Palace, Ipswich, Newcastle et Brentford. Liverpool est là à 213. Mais regardez sur le pourcentage de réussite de ces take-ons, ils sont à 48,8. C'est deuxième total de Première Ligue. Il n'y a que City qui fait mieux, à 48,9. Je crois que ça doit pas mal au fait que leur approche est avant tout collective, et finalement même un Mo Salah qui est très très menaçant sur ses percussions joue rarement hors partition. Je trouve que l'attitude offensive et l'idée offensive de Liverpool, c'est de créer des déséquilibres collectivement avant tout. Et après, quand il y a un dribble à faire, c'est parce que le dribbleur a été mis dans une très très bonne position. Je vois un Gakpo par exemple qui a 80% de dribbles réussis, alors que Pau Torres, Morsi, Mangala, Murillo, Killman, on voit que la plupart des joueurs qui ont comme ça un pourcentage de dribble aussi élevé, c'est plus des défenseurs centrales, Maxence Lacroix, Calafiori, alors qu'on a aussi un Szoboszlai qui est là à 77%. Ça dribble quand ça sait que ça peut battre son vis-à-vis, et pas du coup trop de risques ou de perte de balles dangereuses pour Liverpool, mais vraiment la base est collective, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. On a parlé de la pression qui marche, aussi peut-être ça se voit par rapport au faible total de fautes, troisième volume de carton jaune seulement de Première Ligue, c'est important de ne pas faire de fautes quand tu presses bien. Et après un truc comme ça que j'ai trouvé un peu out of nowhere, leader de Première Ligue sur le pourcentage de duels aériens remportés, 57%, c'est le numéro 1 donc, et je me disais, ça c'est surtout Van Dijk qui est impressionnant là-dessus. En vrai, c'est Van Dijk qui a 72,9%, qui est le 7e joueur avec le meilleur ratio de duels aériens remportés, mais il y a deux autres joueurs de Liverpool, Konaté qui a 82% et Gravenberch 84,6%, quasiment le seul non-défenseur dans ce top 10. Assez choquant. Ils sont aussi très très hauts sur les interceptions, Gravenberch et Van Dijk. Et après, leur qualité défensive, c'est aussi dû parce que quand on regarde les PSXG moins buts encaissés par 90 minutes, Alisson avant sa blessure était tout en haut, était très très bon dans les buts, numéro 1 en Première Ligue. Mais Keller, depuis qu'il est arrivé, c'est pareil, excellent. Donc tout le monde répond présent. C'est une très très belle équipe de Liverpool. Et je sais pas jusqu'où ça va aller, mais à l'heure actuelle, comme on a dit, 86% de chance sur l'Opta de remporter la Première Ligue. En Champions, on voit aucune équipe meilleure pour l'instant. Est-ce qu'ils peuvent faire le 8 sur 8 de la phase de Ligue? Où est-ce qu'ils iront? C'est une équipe fascinante et je suis content qu'on ait fait cette petite preview de pré-saison avec le changement de coach. Franchement, comment est-ce qu'on aurait pu les imaginer aller aussi haut? Mais équipe fascinante, stade magique, c'était trop cool. Donc je voulais ouvrir cette vidéo. Hier, j'étais mort en rentrant, mais avant que trop de temps ne s'écoule. Et les amis, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, on se retrouve très très vite de toute manière. Prenez soin de vous et donc à bientôt. Bisous.